Bienvenue dans votre série Sherlock Holmes en audio avec Elzira. Chapitre 2 – La science de la déduction. Le lendemain, nous visitâmes l'appartement 6 au numéro 221B, Baker Street. Il comprenait 2 chambres à coucher confortables et une grande salle commune bien aérée, garnie de meubles d'aspect agréable et éclairée par 2 larges baies. Les pièces répondaient bien à notre désir et le loyer, partagé entre nous deux, nous parut raisonnable. Nous conclûmes le marché sur place et prîmes aussitôt possession du local. Le soir même, j'y emménageai mes frusques et le matin suivant, Sherlock Holmes arrivait à son tour, chargé de beaucoup de caisses et de valises. Pendant un jour ou 2, nous fûmes très occupés à déballer nos affaires et à les ranger de notre mieux. Après quoi, peu à peu, nous commençâmes à prendre nos habitudes et à nous adapter à notre nouvelle ambiance. Sherlock Holmes ne paraissait certes pas difficile à vivre. C'était à sa manière un homme tranquille, avec des habitudes invariables. Il était rarement debout après 10 heures du soir, et le matin, immanquablement, avant que j'eusse quitté mon lit, il avait pris son petit déjeuner et était sorti. Tantôt, il passait la journée au laboratoire de chimie, tantôt dans les salles de dissection. De temps à autre, il faisait une longue marche qui, semblait-il, le conduisait parmi les quartiers les plus malfamés. Dans ses accès de travail, il déployait une énergie à toute épreuve. Puis venait la réaction. Pendant de longues journées, il restait étendu sur le canapé sans rien dire, sans remuer un muscle, depuis le matin jusqu'au soir. Alors, son regard devenait si rêveur et si vague que j'aurais pu le soupçonner de s'adonner à quelque narcotique. Mais sa sobriété en tout, sa tempérance habituelle, interdisait une telle supposition. À mesure que les semaines passaient, je sentais croître et s'approfondir l'intérêt qu'il m'inspirait, ainsi que ma curiosité touchant les buts de son existence. Sa personne même, son apparence, ne pouvait laisser de frapper l'observateur le plus distrait. Il mesurait un peu plus d'1,80 m, mais il était si excessivement mince qu'il paraissait beaucoup plus grand. Ses yeux étaient vifs et perçants, sauf dans les intervalles auxquels j'ai fait allusion. Son nez aquilin et fin donnait à sa physionomie un air attentif et décidé. La forme carrée et proéminente de son menton indiquait aussi l'homme volontaire. Ses mains étaient toujours tachées d'encre ou maculées de produits chimiques. Cependant, il possédait une extraordinaire délicatesse du toucher. J'eus souvent l'occasion de le constater en le regardant manier ses fragiles instruments de chimie. Aux yeux du lecteur, je risque de passer pour un indécrottable badaud en avouant à quel point cet homme a excité ma curiosité, et par quel effort j'ai tenté de vaincre sa répugnance à parler de lui-même. Avant toutefois de se prononcer, que le lecteur veuille bien se rappeler l'oisiveté à laquelle me condamnait mon état de santé. Celle-ci m'interdisait de sortir, sinon par temps exceptionnellement doux. Or, je n'avais pas d'amis qui vinssent me voir et rompre la monotonie de ma vie. J'accueillis donc, comme une distraction inespérée, le petit mystère dont s'entourait mon compagnon, et j'employais une grande partie de mon temps à essayer de le pénétrer. Il n'étudiait pas la médecine. Répondant sur ce point à mes questions, il avait lui-même confirmé l'opinion de Stamford. Je dirais même qu'il n'avait jamais suivi de cours en vue d'acquérir un diplôme scientifique ou de se ménager une porte d'entrée officielle dans le monde savant. Cependant, son ardeur pour diverses études était remarquable. Dans certaines matières sortant de l'ordinaire, il avait des notions si étendues et si détaillées que ses observations m'avaient, pour ainsi dire, ébobie. Sûrement, il n'avait pas tant travaillé, ni acquis des renseignements aussi précis sans s'être fixé un but défini. Des touche-à-tout ne se signalent généralement pas par l'exactitude de leurs connaissances. Personne ne se charge l'esprit de choses de peu d'importance s'il n'a une très bonne raison pour le faire. Ses ignorances étaient aussi remarquables que sa science. De la littérature contemporaine, de la philosophie et de la politique, il ne semblait savoir à peu près rien. Un jour que je citai Thomas Carlyle, il me demanda le plus naïvement du monde qui il était et ce qu'il avait fait. Ma surprise atteignit son paroxysme quand je découvris incidemment qu'il ignorait la théorie de Copernic et de tout le système solaire. «
Qu'un être humain instruit vivant en ce 19e siècle ne sût pas que la Terre tourne autour du Soleil me semblait un fait si extraordinaire que j'avais peine à y croire. « Vous paraissez étonné, dit-il en souriant de ma surprise. Mais maintenant que je sais cela, je vais faire tout mon possible pour l'oublier. » « Pour l'oublier ? Vous voyez, expliqua-t-il, le cerveau est comme un petit grenier d'abord vide. Notre affaire est de le garnir de meubles de notre choix. L'étourdi l'encombre de tout le fatras qu'il trouve sur son chemin, et pour faire de la place, il se débarrasse des connaissances qui auraient pu lui être utiles. Au mieux, il les entasse pêle-mêle avec quantité d'autres et il ne peut plus mettre la main dessus quand il en a besoin. Au contraire, le travailleur intelligent choisit avec discernement ce qu'il range dans sa cervelle. Il ne s'occupe que des choses utiles, mais il en possède une grande variété, qu'il tient en ordre. L'erreur est de s'imaginer que ce petit grenier a des murs élastiques indéfiniment extensibles. Soyez sûr qu'à un moment, chaque nouvelle acquisition prend la place d'une ancienne. Il importe donc beaucoup de ne pas laisser les connaissances superflues évincer celles dont on a besoin. « Mais le système solaire !» fis-je. « Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ?» coupa-t-il avec impatience. « Vous dites que nous tournons autour du Soleil. Si nous tournions autour de la Lune, cela ne ferait pas 2 sous de différence pour moi et pour mes travaux. » Je faillis lui demander alors en quoi consistaient ces travaux, mais je me ravisai. Un je ne sais quoi dans ses manières m'avertit que ma question serait mal reçue. Je méditai sur ce court entretien. De propos délibérés, Holmes négligeait toute connaissance étrangère à l'objet de ses recherches. Par conséquent, tout ce qu'il savait lui servait à quelque chose. Je récapitulai mentalement tous les sujets sur lesquels il m'avait semblé bien informé. Je pris même un crayon pour les annoter. Quand j'eus achevé ma liste, je ne pus m'empêcher de rire. La voici. Sherlock Holmes. Ses connaissances. En littérature, nul. En philosophie, nul. En astronomie, nul. En politique, faible. En botanique, spécial. Et calé sur la belladone, l'opium, tous les poisons en général, ne connaît rien au jardinage. En géologie, pratique, mais restreinte. Distingue au premier coup d'œil les différentes espèces de terrain. Après s'être promené à pied dans Londres, m'a montré des éclaboussures sur son pantalon et, d'après leur couleur et consistance, a déterminé dans quel quartier il les avait essuyées. En chimie, approfondi. En anatomie, exact, mais sans système. En littérature à sensation, immense. Semble posséder tous les détails de chaque crime horrible commis au cours du siècle. Joue bien du violon, est très adroit à la canne, à la boxe, à l'escrime. A une bonne connaissance pratique des lois anglaises. Arrivé là, je me décourageai et jetai le papier au feu. Si seulement je pouvais trouver à quoi s'occupe ce type-là, me dis-je. Son métier requiert évidemment tous les talents que j'ai énumérés. Je ferais aussi bien d'abandonner mon enquête. J'ai déjà fait allusion à son talent de violoniste. Talent remarquable, mais excentrique, comme tous ses autres talents. Qu'il pût jouer des morceaux, même des morceaux compliqués, je le savais, car sur ma prière, il m'avait fait entendre des Lieder de Mendelssohn et quelques autres chefs-d'œuvre que j'aimais. Mais, livré à lui-même, il faisait rarement de la musique. Pendant toute la soirée, renversé sur son fauteuil, les yeux clos, il grattait négligemment l'instrument posé sur ses genoux. Les accords qu'il en tirait ainsi, sonores ou mélancoliques, fantastiques ou gais, reflétaient avec clarté les pensées qui l'obsédaient. Stimulait-il son esprit ? Jouait-il seulement par caprice, par fantaisie ? Je ne saurais le dire. Je me serais révolté contre ces solis exaspérants si, d'ordinaire, pour me dédommager un peu de l'épreuve à laquelle il avait mis ma patience, il n'avait ensuite exécuté avec brio une série de mes airs favoris. Au cours de notre première semaine de vie commune, nous n'eûmes aucun visiteur, et je pensais que mon compagnon était aussi dépourvu d'amis que moi. Mais je découvris bientôt qu'il avait beaucoup de relations parmi différentes classes de la société. Entre autres, un petit homme à l'œil noir avec une face de rat au teint plombé qu'il me présenta sous le nom de Lestrade. En 8 jours, il vint 3 ou 4 fois. Un matin, arriva une jeune fille élégamment vêtue qui resta plus d'une demi-heure. L'après-midi du même jour, nous amena une visiteuse à tête grise, d'aspect minable, ressemblant à un colporteur juif. Il paraissait très excité. Une femme âgée le suivit de près, entraînant la savate.
Une autre fois, Sherlock Holmes reçut un vieux monsieur à cheveux blancs, puis un cheminot qui avait gardé son uniforme de velours. Quand l'un de ces individus difficilement classables faisait son apparition, mon compagnon me priait de le laisser en possession de la salle commune, et je me retirai dans ma chambre. Il s'excusait toujours du dérangement que cela me causait. « Cette pièce doit me servir de bureau, disait-il, et ces gens sont mes clients. » De nouveau s'offrait à moi l'occasion de lui demander à brûle-pourpoint quel était son métier, mais encore une fois, par délicatesse, je n'osais pas forcer la confidence. Je m'imaginais qu'il devait avoir un motif sérieux pour se taire, mais à quelque temps de là, de son propre chef, il aborda le sujet. C'était le 4 mars, date mémorable pour moi. Ce matin-là, m'étant levé un peu plus tôt que de coutume, je vis que Sherlock Holmes n'avait pas encore fini de déjeuner. Notre logeuse, qui était habituée à me voir arriver tard, n'avait pas mis mon couvert, ni préparé mon café. Blessé dans ma susceptibilité, je sonnai et, d'un ton cassant, fis savoir que j'attendais. Pour tuer le temps, pendant que mon compagnon mâchonnait son toast en silence, j'ouvris une revue qui traînait sur la table. Le titre d'un article était marqué d'un trait de crayon. Ce fut naturellement par celui-là que je commençai ma lecture. Titre assez prétentieux. « Le livre de la vie ». L'auteur s'attachait à démontrer qu'un esprit observateur peut, à l'aide d'un examen consciencieux et systématique, apprendre à connaître toutes les personnes qu'il rencontre. L'ensemble me fit l'effet d'un extraordinaire mélange de perspicacité et d'absurdité. Le raisonnement était serré, pressant, mais les déductions me semblaient tirées par les cheveux et bien exagérées. L'auteur prétendait qu'il lui suffisait d'une expression fugitive, du mouvement d'un muscle, de l'éclair d'un regard pour deviner les pensées les plus secrètes d'un homme. D'après lui, une personne habituée à l'observation et à l'analyse ne pouvait s'y tromper. Ses conclusions étaient aussi infaillibles que les propositions d'Euclide. Ses résultats paraîtraient si renversants aux non-initiés qu'ils le prendraient pour un magicien, tant qu'il ne leur aurait pas fait connaître le procédé qu'il avait mis en œuvre pour y atteindre. D'une goutte d'eau, disait l'auteur, un logicien pourrait inférer la possibilité d'un océan Atlantique ou d'un Niagara, sans avoir vu ni l'un ni l'autre, ni même en avoir entendu parler. Ainsi, toute la vie est une longue chaîne dont chaque anneau donne le sens. Comme toutes les autres sciences, la science de la déduction et de l'analyse ne peut s'acquérir qu'au prix de longues et patientes études. Du reste, notre vie est trop brève pour nous permettre d'atteindre à la perfection. Avant de se tourner vers les aspects moraux et intellectuels du sujet, où résident les plus grandes difficultés, le chercheur commencera par triompher des problèmes les plus simples. Qu'il apprenne à deviner au premier coup d'œil l'histoire d'un homme et la profession ou le métier qu'il exerce. Si puéril que puisse paraître cet exercice, il aiguise nos facultés d'observation. Il nous apprend à regarder et à voir. Les ongles, la manche du vêtement, les chaussures, les genoux, du pantalon, les durillons du pouce et de l'index, les manchettes de la chemise, l'expression du visage. Voilà autant d'indications certaines sur le métier qu'exerce un homme. Il serait inconcevable qu'assemblés, ils ne parvinssent pas à renseigner un chercheur compétent. « Quel inqualifiable verbiage !» m'écriai-je en lançant la revue sur la table. « De ma vie, je n'ai lu pareille extravagance. » « De quoi s'agit-il » s'enquit Sherlock Holmes. « Il s'agit de cet article, répondis-je, en le désignant du bout de ma cuillère, en m'installant pour le déjeuner. Je vois, à votre trait de crayon, que vous l'avez lu. Je ne nie pas qu'il soit habilement écrit, mais il m'agace. C'est évidemment la thèse d'un oisif qui, étendu dans son fauteuil, développe tous ses brillants paradoxes dans la solitude de son cabinet. Ses idées sont inapplicables. J'aimerais bien le voir enfermé dans un compartiment du métro et là, mis en demeure de trouver par déduction les métiers de ses compagnons de voyage. Je parierais 1000 contre 1 qu'il sécherait. « Vous perdriez, » déclara Holmes, flegmatiquement. « Quant à l'article, c'est moi qui l'ai écrit. » « Vous ? » ?»« Moi-même. Et j'ai des dispositions pour l'observation et la déduction. Les idées que j'ai émises là, et qui vous paraissent si chimériques, sont en réalité extrêmement pratiques. À telle enseigne qu'elles me servent à gagner mon pain. « Comment cela ?» demandai-je sans réfléchir. « Eh bien, j'ai un métier à moi, je crois bien être le seul au monde à l'exercer. Nous avons à Londres un tas de détectives relevant du gouvernement et des tas de détectives privés. Quand ces types-là sont dans l'embarras, ils viennent me trouver. Je m'arrange pour les mettre sur la voie.
Ils me font part de toutes leurs observations et, généralement, grâce à ma connaissance de l'histoire du crime, je suis en mesure de les tirer d'affaire. Tous les méfaits ont un air de famille. Si vous connaissez sur le bout des doigts les détails de 1000 crimes, il serait bien étonnant que vous ne puissiez débrouiller le 1001e. Lestrade est un détective très connu. L'autre jour, il ne voyait plus clair dans une affaire de faux. Il est donc venu me soumettre le cas. Et les autres ? La plupart me sont envoyés par des agences particulières de renseignement. Ce sont tous des gens en peine de quelque chose, qui se débattent pour une nuit, qu'ils me demandent d'éclairer. J'écoute leur histoire, puis ils écoutent mes commentaires. À la fin, j'empoche des honoraires. Voudriez-vous dire que, sans quitter votre chambre, vous pouvez démêler un imbroglio, alors que d'autres y ont échoué, bien qu'ils eussent vu de leurs propres yeux chaque détail ? C'est bien cela. J'ai une espèce d'intuition pour ce genre d'affaires. De temps à autre, un cas plus compliqué se présente, alors pour me rendre compte par moi-même des circonstances, il faut que je me remue. Je possède, comme vous savez, un tas de connaissances spéciales. Je les applique au problème, elles me facilitent merveilleusement les choses. Les règles de déduction que j'ai exposées dans cet article, qui a suscité votre mépris, me sont à moi d'un secours inappréciable. Comprenez que chez moi, l'observation est une seconde nature. Tenez. Vous avez paru surpris quand je vous ai dit, lors de notre première rencontre, que vous veniez de l'Afghanistan. On vous l'avait appris sans aucun doute. Non, je le savais. Par suite d'une longue habitude, les idées s'enchaînent si vite dans mon esprit que je suis arrivé à la conclusion sans m'être rendu compte des étapes qui y conduisent. Le raisonnement que j'ai fait tout d'un coup à votre sujet s'explique ainsi. Voici un monsieur qui a l'air d'un médecin. Il a également l'air d'un militaire. C'est donc évidemment un médecin militaire. Son visage est brun, or ce n'est pas la couleur naturelle de sa peau puisqu'il a des poignets blancs. Il revient donc des tropiques. Il a souffert de la maladie et des privations, comme me l'indique sa mine pas brillante. Il a été blessé au bras gauche car il le tient avec une raideur qui n'est pas naturelle. À quel endroit des tropiques un médecin de l'armée anglaise a-t-il pu en voir de dur et être blessé au bras ? Évidemment, en Afghanistan. Tout ce raisonnement se déroula en moins d'une seconde, d'où ma remarque qui vous a étonné. C'est assez simple vu sous cet angle, ou vous l'expliquez, dis-je en souriant. Vous me rappelez le Dupin d'Edgar Allan Poe. Je ne me doutais pas qu'il existe ailleurs que dans les livres des phénomènes de ce genre. Sherlock Holmes se leva et alluma sa pipe. Vous pensez sans doute me faire un compliment en me comparant à Dupin, dit-il. Eh bien, à mon avis, Dupin était un type tout à fait inférieur. Sa façon d'interrompre les réflexions de ses amis par une remarque au bout d'un quart d'heure de silence relève du théâtre, de l'artifice. Il avait incontestablement du génie pour l'analyse, mais il n'était certes pas le phénomène auquel Poe semblait croire. Avez-vous lu des romans de Gaboriau ? Lecoq répond-il mieux à votre idéal de détective ? Sherlock Holmes renifla en ricanant. Une misérable savate, s'exclama-t-il. Lecoq n'a pour lui que son énergie. Un Gaboriau, entre autres, m'a positivement rendu malade. Il s'agissait d'identifier un prisonnier inconnu. J'aurais pu le faire en 24 heures. Lecoq y met au moins 6 mois. Cela pourrait servir de manuel aux détectives. Ils y verraient toutes les fautes à éviter. Contrarié d'entendre traiter si cavalièrement des personnages que j'avais admirés, je m'approchai de la fenêtre pour regarder le spectacle de la rue. Il se peut que ce garçon soit intelligent, me dis-je, mais quel infatué. De nos jours, dit-il avec dépit, il n'y a plus de crimes, plus de criminels. À quoi sert encore l'intelligence dans notre profession ? Je sais que j'aurai de quoi rendre un nom célèbre. Jamais personne n'a, pour l'enquête criminelle, disposé d'une telle gamme de connaissances et de talents naturels. Mais que me vaut cet avantage ? Il n'y a plus de crimes à découvrir. Tout au plus commettons encore des crimes crapuleux et maladroits. Le mobile en est si éclatant que même un fonctionnaire de Scotland Yard est capable de le percer à jour. Cette outrecuidance augmenta mon irritation. Mieux valait changer de sujet. Je me demande ce que veut cet homme, dis-je en montrant du doigt un individu costaud à la mise modeste. Il marchait lentement sur le trottoir d'en face en regardant attentivement les numéros. À la main, une grande enveloppe bleue, sans doute un message. « Vous voulez parler de ce sergent d'infanterie de marine en retraite ?» interrogea Sherlock Holmes. « Hablerie, esbrouf, pensai-je. Il sait bien que je ne peux pas contrôler ses dires. » À peine avais-je eu le temps de porter ce jugement que l'individu en question avisa le numéro de notre maison et traversa la chaussée en courant. Nous entendîmes un coup violent à la porte.
Une voix grave qui résonna à l'étage inférieur, puis un pas pesant qui ébranla les marches de l'escalier. « Pour Monsieur Sherlock Holmes », dit-il en tendant la lettre à mon ami. C'était l'occasion rêvée pour rabattre le caquet de mon camarade. « Puis-je vous demander, mon brave, lui dis-je du ton le plus narquois, quel est votre métier ?»« Commissaire, monsieur, répondit-il d'un ton bourru. Mon uniforme est en réparation. »« Que faisiez-vous auparavant ?» demandai-je avec un sourire malicieux à l'adresse de Sherlock Holmes. « J'étais sergent, monsieur, dans l'infanterie légère de la marine royale. » Pas de réponse ? Bien, monsieur. Il joignit les talons, leva la main pour saluer et disparut. C'était votre série audio Sherlock Holmes avec Elzira.